Encore un réel plaisir pour nous de vous accueillir ce matin à cette session de webinaire, la troisième du genre, dans cette période de crise de COVID-19 et dans cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui essaie d'instruire les opérateurs économiques, les managers, les chefs d'entreprise sur les notions, les questions d'actualité qui permettent aux entreprises de s'adapter à la situation du moment et maintenir un niveau minimum de performance pour leurs activités. La thématique du jour, dirigée en période de crise. Oui, on sait très bien qu'il n'est pas évident en période de crise de pouvoir continuer à diriger comme on avait l'habitude de le faire. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir dire certaines choses, il faut savoir motiver, il faut savoir organiser, etc. Et on a un spécialiste de la question qui va donc animer cette thématique, dirigée en période de crise. Il se nomme Goro Adama. OK, je vais l'introduire très rapidement. Monsieur Goro Adama, qui est un expert en leadership et communication. Son travail consiste à amener les individus et les groupes à accomplir plus par une approche de coaching pratique orientée business. M. Goro Adama est formateur et facilitateur expérimenté. Il est intervenu auprès de multiples organisations de référence, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'UNICEF, HCR, j'en passe. Il accompagne régulièrement les cadres dirigeants dans le développement de leur leadership et leur communication orale. Il est diplômé de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Il est titulaire d'un certificat en pédagogie universitaire et d'un Executive Certificate in Business and Entrepreneurship de Northern University, Indiana, des États-Unis. Il achève en ce moment une certification internationale de coaching avec le gourou mondial de leadership que je pense que vous connaissez, l'Américain John Maxwell. Et il représente à travers son cabinet l'Institut américain Great Place to Work, l'autorité mondiale en matière de bien-être au travail qui certifie chaque année dans plus de 50 pays des entreprises où il fait bon de travailler. Vraiment, je peux vous dire que c'est un résumé de sa présentation. Monsieur Goro Adama, merci d'être avec nous. Merci, Monsieur Komara. Je vous laisse la parole donc pour animer cette thématique dirigée en période de crise. Merci, Monsieur Komara, et merci à tous les participants qui ont sacrifié de leur temps et on espère passer un très bon moment en votre compagnie. Pour ma part, c'est toujours un réel plaisir de parler de cette thématique qui est le leadership, mais encore plus dans cette période que nous connaissons tous, qui est une période mondialement reconnue pour être intense et pour être difficile. Et justement, dans ces périodes-là, le leadership prend encore plus son importance. Donc aujourd'hui, je vous invite à avoir cette discussion sur diriger en période de crise avec le soutien de la Chambre de commerce, belle initiative à saluer au passage. Et je vous invite donc à discuter de cette thématique-là. Et donc, nous allons parler de ce qu'est le leadership. Bien évidemment, nous parlerons de crise et nous parlerons de l'attitude qu'un grand dirigeant, un grand leader devrait avoir dans cette période. Alors, je commencerai par une question toute simple. J'ai peut-être promis de quoi nous allons parler, mais avant cela, j'aimerais bien savoir si je peux recueillir quelques attentes pour ceux qui se sont connectés, qui ont pris la peine d'être là aujourd'hui. Quelles sont vos attentes par rapport à ce moment que nous avons à passer ensemble? 2 ou 3 réponses nous aideraient à mieux cadrer encore nos échanges pour être certains qu'au sorti, vous soyez satisfaits. Alors, vous pouvez, mesdames et messieurs, lever la main. Pour lever la main, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de cliquer sur la main et dans ce cas de figure, on ouvrira votre micro pour que vous exprimiez de vive voix. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez également saisir par chat. Et donc là, M. Goro Adama souhaiterait savoir vos attentes par rapport à cette session, mesdames et messieurs. Nous attendons vos réactions.
Alors, je dis, M. Jean-Stéphane Kofi, attentes techniques efficaces pour accroître son influence sur ses collaborateurs. Ça, ce sont les attentes de M. Jean-Stéphane Kofi. Nous attendons vos attentes, mesdames et messieurs. Savoir quelles sont les bonnes attitudes de leadership vis-à-vis des collaborateurs. Ça, ce sont les attentes de M. Serge Koulibaly. Comment s'assurer du respect des délais et quels sont les moyens de pression, dit Tenedia Nahi. Comment s'assurer du respect des délais et quels sont les moyens de pression? Comment motiver son équipe, monsieur, c'est madame Baïpol Epige. Monsieur Moustapha Bakare, comment inspirer son rêve à ses collaborateurs? Ok, monsieur Aïdé Aboulaye. Allez-y. Bonjour, monsieur Garou. Bonjour. Bonjour, monsieur Garou. Et bonjour, bonjour à tous pour cette belle partie que vous nous donnez. Alors, je voulais savoir, en cette période et en temps de crise, quels sont les moyens, les outils efficaces qu'on peut avoir pour pouvoir, pour un leader pouvoir gérer à distance son équipe, et puis comment pouvoir mesurer cette efficacité-là. C'est bon, vous avez compris? OK. Merci bien, monsieur Ebe Aboulaye. Monsieur Alain Dagro. Monsieur Alain Dagro, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Alors, bonjour, monsieur Adama. Merci en tout cas pour cette opportunité. Je suis Alain Dagrou, directeur associé de Zip Côte d'Ivoire, qui est une start-up qui fait dans la livraison et dans la prestation de services en ligne. Alors, notre activité principalement en ce moment, c'est la livraison et toutes les prestations en ligne. Et en ce moment, avec le confinement progressif, nous avons des difficultés. Effectivement, il y a une certaine démotivation. Alors, mes attentes, c'est quelle pourrait être, par exemple, le type de décision, quelle décision fonctionnelle, en tout cas, pour aider mon personnel et surtout aider ma gestion de l'entreprise dans cette période de pandémie. Voilà. Merci bien, monsieur Dagro. Je vais voir si je peux avoir une dame qui a levé la main. Est-ce que j'en vois? J'en vois. Oui. J'en vois une, madame Kone Nadia. Madame Kone Nadia, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Allô, bonjour à tous. Bonjour, madame Kone, allez-y. Bonjour. Alors, j'ai une préoccupation, c'est en période de crise. Par exemple, nous, on a commencé le travail à distance et je voudrais bien savoir comment est-ce qu'on peut contrôler le travail des collaborateurs dans ce cadre-là. OK. En tout cas, je ne sais pas si c'est la session adaptée, mais dans tous les cas, on est dans le contexte. C'est vrai qu'on a animé une session sur le travail le vendredi 27. Si, effectivement. On est dans le contexte dans tous les cas. Je pense que M. Goro Adama, à travers sa présentation, certainement pourra donner réponse à votre préoccupation, Mme Kone. En tout cas, merci, pour cette question. OK. Alors, merci pour… On a eu des tas, hein, ouais, c'est vrai qu'on a eu des tas de formulations d'attente. On est 125 connectés actuellement, mais je pense que les attentes se ressemblent les unes et les autres. Donc, on va laisser le soin à M. Gorou de continuer le fil de sa présentation. OK, merci M. Komara. Alors, j'ai d'abord une première question à poser à l'ensemble des participants. J'aimerais que chacun me dise, quelle est votre définition du leadership? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on s'entende très bien
sur ce qu'est le leadership avant d'aller plus loin dans cette discussion. Donc, selon vous, c'est quoi le leadership? La question est posée, hein? Capacité à mener une équipe vers une direction, dit M. Sidik Silla. Capacité à mener une équipe vers une direction. Allez-y hein, pour vos propositions de définition. L'art de diriger, dit M. David King. La question c'est quoi le leadership selon vous? Selon vous, c'est quoi le leadership? Est-ce qu'on a d'autres propositions de définition? L'art de motiver un groupe de personnes à agir pour atteindre un objectif commun en entreprise, a dit Carmel Bedia. Leadership, capacité à servir l'intérêt d'une organisation ou intérêt général. Aptitude d'un individu à influencer un groupe. Voilà. OK, merci à tous. Je me rends bien compte que c'est un sujet qui vous est très, très familier parce que vos définitions sont très bonnes. Capacité à mener les gens vers une direction, l'art de motiver, capacité à servir. J'ai surtout aimé cela, capacité à servir, parce qu'on ne parle pas très souvent du service quand il s'agit de leadership, et capacité à influencer un groupe. Alors, j'aimerais vous donner une définition qui est pour moi, depuis le temps que je pratique en fait cette discipline et que je la partage avec les organisations et nos clients. Une définition très simple, bien sûr, qui vient de mon mentor, c'est-à-dire John Maxwell. Voyez-le, c'est une définition qui vaut son pesant d'or, parce qu'on parle de quelqu'un qui a vendu 19 millions de livres en matière de leadership, qui a près d'une cinquantaine d'années d'expérience et qui est l'auteur vivant le plus influent sur la question. Alors, qu'est-ce que John Maxwell nous dit en matière de leadership? C'est d'une simplicité qui va peut-être vous surprendre, mais je pense qu'en général, les choses les plus simples sont les plus claires. Slide. John Maxwell nous dit que le leadership, c'est l'influence, rien de plus et rien de moins. Le leadership, c'est l'influence, rien de plus, rien de moins. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce que vous disiez tout à l'heure n'est pas correct. Si vous vous rendrez bien compte que vous avez dit motiver, diriger, servir, etc., etc. Mais le leadership se mesure à la capacité d'influence. Influencer, c'est cela le leadership. Et il n'y a rien d'autre qui mesure la qualité du leadership. Parce que c'est grâce à l'influence que nous pouvons amener des gens à bouger, à adhérer au changement, à faire des choses nouvelles, à les emmener à faire un but. Donc, il s'agit surtout d'influence quand on parle de leadership. Rien de plus, rien de moins. Et donc, je pense que c'est une définition qui va vous faire gagner un raccourci dans les concepts, parce qu'il y a beaucoup de définitions. Et j'estime que celle-là, c'est vraiment le cœur de cette pratique qui est le leadership. Il s'agit d'influence. Point. Je vais dire. Maintenant que nous sommes d'accord, j'espère que nous sommes d'accord. Donc, si vous êtes d'accord avec la définition, dites OK, OK. Je pense que ça va nous permettre de nous mettre d'accord là-dessus, vu que je ne vois pas les assentiments ou bien le hochement de tête que vous faites derrière vos écrans. Mais je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Alors, nous allons maintenant parler de crise. Cette image que vous voyez, c'est une image sortie de Wall Street pendant la crise de 2008. Pendant la crise de 2008. On est foutu, c'est la crise. 2008, pour ceux qui s'en souviennent encore, c'était l'une des plus graves crises économiques que le monde n'avait jamais connues. L'Afrique a été particulièrement épargnée parce que nous n'étions pas très impliqués sur certains types de transactions au niveau international et sur les marchés. Donc, on n'a pas senti cette crise avec toute sa vigueur et toute sa rigueur. Mais c'est vrai que souvent sur certaines choses comme le pétrole, etc., on a quand même senti, et d'autres compagnies nationales étaient passées par une période de crise. Et j'ai eu la chance de discuter avec les dirigeants actuels de cette période-là, dans d'autres occasions. Et on va en revenir, on reviendra là-dessus pour d'autres détails. Mais ça, c'était 2008. Le monde était à genoux sur le plan économique et financier. C'était une très, très grave crise comme on n'avait pas connu depuis 1924. Alors,
C'est la crise aussi parce que aujourd'hui, voici à quoi ressemble une ville comme Lagos. Plus de 20 millions d'habitants, des rues désertes, parce que Lagos est fermé. Cette fois-ci, c'est une crise d'une ampleur plus intense que la crise financière de 2008, la crise du coronavirus, qui intègre, sinon qui agrège en fait toutes les crises possibles. Elle est économique, elle est sanitaire, elle est sociale. Bref, c'est une crise, on pourrait dire à 360 degrés, qui touche quasiment tous les secteurs d'activité. Alors, ceci dit, ça ne nous dit toujours pas qu'est-ce qu'une crise. On en sent les effets, on vit dans la peur, mais ça ne nous dit toujours pas la définition, qu'est-ce qu'une crise en fait. On voit bien qu'on est dans une crise, mais si je vous demande pour vous, une crise, c'est quoi? Comment est-ce que vous me définirez la crise? Comment est-ce qu'on peut définir une crise? Retournement de conjoncture, dit M. Aboubakar Siddiq Silla, faillite d'un système, dit M. Youssef Diaby. Pardon, M. Stéphane Kofi, M. Youssef Diaby, la crise, c'est ce à quoi on ne s'attend pas du tout et qui est susceptible de tout bouleverser. Marjorie Timon, une période de déstabilisation. Aboubakar Sanogo, une maladie de la société. OK. Asoko, situation inhabituelle qui est susceptible de mettre en mal notre activité. Yves Arnaud, un événement social qui bouleverse tout. Adam Coulibaly, une crise est une situation normale qui impacte négativement le cours normal d'événements. Alors, M. Komara, je ne suis pas surpris de ces bonnes réponses parce que la réalité, c'est que les Ivoiriens en particulier savent ce qu'est une crise. Pourquoi? Parce que notre pays est passé par énormément de crises. Dans ma mémoire personnelle et la mémoire collective, déjà, on a connu 1999, les années 2000, 2002, 2004, 2010, 2011. Et on est très accoutumé de graves crises. Alors, j'ai entendu dans les définitions, une crise, c'est quelque chose qui peut affecter notre activité. Il faut dire qu'une crise a différentes dimensions. Elle peut être aujourd'hui une crise mondiale, comme celle qu'on vit. Ça peut être une crise nationale, donc réduite au territoire d'un pays. On peut avoir une crise sectorielle qui peut toucher seulement votre secteur d'activité. Et vous pouvez avoir une crise interne qui ne touche que votre entreprise. Donc, la crise, elle est à différents niveaux. Alors, celle à laquelle on assiste est d'autant plus grave qu'elle est mondiale, elle est nationale, elle est sectorielle, elle est interne. Ça veut dire que ça prend en compte toutes les dimensions possibles d'ampleur en ce qui concerne une crise. Donc, elle vous touche au niveau mondial, elle vous touche au niveau national parce que tous les pays sont sur le pied de guerre. Elle touche quasiment tous les secteurs d'activité. Quelqu'un a parlé de restauration. J'ai vu que tous les salons de coiffure dans mon quartier également sont fermés. J'ai vu que plein d'activités sont impactées par cette situation en termes de secteur. Et c'est une crise interne parce que chaque entreprise en interne doit faire face, doit s'adapter, doit prendre un certain nombre de décisions. Alors, je vous propose une définition très simple de ce qu'est la crise. C'est une période difficile exigeant une prise de décision qui aura un impact profond sur l'organisation et les individus. Et là, je la présente du point de vue du leadership. Parce qu'il s'agit de prendre des décisions dans une période qui est difficile. Mais ce qui rend cela encore plus difficile, c'est que ces décisions-là auront un impact profond sur l'organisation qu'on dirige et sur les individus. Donc, vous comprenez que la tâche du leader dans cette période est extrêmement compliquée. Parce que, après tout ce que vous avez dit sur ce qu'est la crise, je la ramène à la vision du leader, qui est que c'est une période difficile pour lui, qui exige une prise de décision. Et cette prise de décision aura un impact très profond sur l'organisation et les individus. Autrement dit, les décisions prises aujourd'hui peuvent sauver comme faire périr l'organisation. Les décisions prises aujourd'hui
peuvent mettre des individus au chômage, peuvent sauver les entreprises, enfin les salaires des individus. Donc, c'est une période qui est très compliquée et pour laquelle, justement, il faut développer un certain nombre d'aptitudes de leadership. Est-ce que nous sommes d'accord sur cette définition de la crise du point de vue du leader? Je ne parle pas des caractéristiques intrinsèques des crises, mais du point de vue du leader. Est-ce que ceux qui dirigent les entreprises, les entrepreneurs qui nous écoutent, les chefs d'entreprise qui sont là, les dirigeants et les directeurs qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que vous sentez que effectivement c'est une période dans laquelle vos prises de décision peuvent ou auront un impact décisif sur vos organisations? Si nous sommes d'accord là-dessus, faites-nous savoir par des petits OK. OK, entièrement d'accord, oui. Quelqu'un souhaiterait avoir à nouveau la définition, M. Yves Arnaud. À part ça, on a un foisonnement de OK et de oui. Alors, donc, je disais, une crise pour M. Yves Arnaud, c'est une période difficile, exigeant une prise de décision qui aura un impact profond sur l'organisation et les individus. Et comme je le disais, c'est vraiment du point de vue du leadership. Alors, maintenant, nous allons parler des symptômes. Hein? Excusez-moi d'avoir des termes sanitaires. Nous sommes dans une situation de Covid. Donc, on va parler des symptômes de la crise maintenant. Et on parlera de 4 symptômes que j'estime être des symptômes préoccupants, qui prouvent que nous sommes vraiment dans une crise. Aujourd'hui, c'est juste de faire un retour en arrière parce qu'on est dans la crise. Les symptômes sont plus que confirmés. Mais c'est important de savoir que dans une crise, il y a toujours la question de l'urgence. Ça veut dire tout s'emballe, tout devient urgent et prioritaire et le temps manque. La photo de l'urgence n'est que pour illustrer. Hein. Tout s'emballe, tout devient urgent et prioritaire et le temps manque. Donc, on est dans l'urgence. Ensuite, la pression. Tout le monde est sous pression. Et quand on parle de tout le monde est sous pression, imaginez ce que devient cette pression pour celui qui doit prendre des décisions qui impliquent des dizaines, des centaines, parfois voire des milliers de personnes, selon la taille de l'entreprise. Cette période aussi est caractérisée par une autre chose, ce sont les tensions relationnelles qui naissent, parce que les gens sont irrités. Ça accroît les disputes et on assiste à des manifestations émotionnelles, des larmes, la morosité, le découragement, l'hostilité, l'agressivité, la peur, les angoisses. On a vu dans des vidéos des gens qui étaient pourchassés parce que les gens avaient peur qu'ils aient le coronavirus, mais au sein de l'organisation, la même chose se passe, pas par crainte de contamination, mais parce que toutes les situations décrites plus haut, c'est-à-dire l'urgence, la pression, font que les gens sont très irrités et qu'ils ne tardent pas à s'énerver et ça rend encore plus difficile les relations au travail. Et l'autre symptôme, c'est la confusion et surtout l'impuissance. L'impuissance et la confusion. Il y a des messages contradictoires qu'on reçoit. Il y a la rumeur. Et tout ceci ne fait que créer la confusion. En ce moment, la personne n'a plus les mêmes priorités. Et de façon générale, on se sent impuissant face à la situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas les armes pour lutter. Ce n'est pas une situation classique où on se dit, OK, on est face à un concurrent, on va peut-être baisser les prix, on va faire plus de marketing, on va faire ci, on va faire ça. Là, on est complètement impuissant. On ne sait pas quoi faire. Et ça en rajoute à la situation parce qu'en général, on aime bien pouvoir diriger, avoir une visibilité, savoir fixer nos priorités, nos urgences. Mais là, tout est confus et on est quasiment sans armes face à la situation. Encore une fois, pour ces différents symptômes, est-ce que vous les avez sentis en tant que dirigeant? Alors, la question est posée, est-ce qu'en tant que dirigeant, vous avez senti ces différents symptômes? On revient sur les 4 symptômes.
Alors, le sentiment d'urgence, ensuite, les tensions, sinon la tension, la pression plutôt, la pression, parce que tout le monde se sent sûrement là sous pression. Et les tensions relationnelles au sein des organisations à cause de niveau d'irritabilité. Et enfin, la confusion et l'impuissance face à la situation. Alors, il y a des oui. M. Serge Koulibaly, oui. Effectivement, M. David, oui, bien sûr. J'ai même perdu des clients. David King, voilà. Oui, on les a sentis, on les sent encore. Laetitia Carmel Bélia. Oui, mais notre travail en tant que dirigeant n'est pas-il d'atténuer ces symptômes auprès de nos staffs? Marjorie Timon. Adam Koulibaly, oui, moi, en tant que gestionnaire, j'ai senti la pression venant de certains clients qui ont fait passer leurs commandes aux priorités. Voilà. Oui, un collaborateur en difficulté et c'est même visible à grande échelle. Voilà. OK, très bien. Alors, c'est bon, ça confirme tout ce qu'on disait parce que les manifestations sont là. Et c'était juste pour moi le moyen que tout le monde sente la crise de la même manière. Et le point que je voulais faire sur la crise, c'est que la crise est d'abord une source de distraction. Alors, ne voyons pas distraction comme divertissement. Okay? Dans le mot distraction, il y a le mot traction. Et la traction, c'est le mouvement. Je pense que pour ceux qui sont férus de voitures, on parle parfois de traction arrière, de traction avant. Donc, la traction, c'est le mouvement. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Et c'est en ce sens-là que je dis que la crise est une source de distraction. Parce que ça nous éloigne du mouvement vers l'avant. On a des préoccupations autres que de chercher à avancer, aller vers la tête de nos objectifs. La crise est également un moment où la peur se propage plus vite, peut-être même beaucoup plus vite que n'importe quel virus. Parce qu'en ce moment-là, il y a une peur contagieuse qui a une vitesse de propagation énorme et ça annule la plupart des prises de décision. Troisième élément, c'est que la crise nous presse et elle révèle ce qui est vraiment en nous. Alors, si on presse du citron, qu'est-ce qu'on obtient, M. Komara? Ben, du jus de citron. Et une orange? Du jus d'orange. Et un homme? De la sueur, peut-être. Alors, je vous pose la question, lorsqu'on presse un homme, qu'est-ce qu'on en sort? Qu'est-ce qui en sort? Alors, lorsqu'on presse un homme, lorsqu'on met une certaine pression sur un homme, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Du sang, la nervosité, il craque. Voilà, on en sort ses tripes, du travail mal fait. Voilà, je lis les différentes réponses. Le stress, ses valeurs intrinsèques, ses vrais sentiments, la panique, le stress intense, de la colère, des maladies. Alors, j'ai bien aimé ces valeurs intrinsèques parce que lorsqu'on presse effectivement un homme, ça révèle ce qui est vraiment en lui. Autrement dit, soit il va se révéler en bien, soit il va se révéler en mal. Et donc, de la même manière, on obtient du jus d'orange en pressant l'orange. Quand il s'agit d'un homme, c'est ce qui est en lui qui ressort effectivement dans ces moments-là. Dans ces moments, c'est ce qui est vraiment en lui. Donc, c'est ce qui est intrinsèque. Hein? On a parlé de qualité intrinsèque, on a parlé de caractère intrinsèque. Donc, c'est ce qui est réellement en lui qui ressort dans ces moments-là. Voici pourquoi la crise est un moment où les vrais leaders apparaissent. Et quand ils apparaissent tôt et ils apparaissent en première ligne. La crise est le moment où les vrais leaders apparaissent. Alors, le thème apparaître peut peut-être être un peu confus, mais j'en profite pour vous demander pourquoi ce n'est pas la crise est un moment où les vrais leaders sont, ou je ne sais quelle formulation donner, mais plutôt que apparaissent. Les vrais leaders apparaissent. D'après vous, pourquoi le choix de cette sémantique? J'aimerais voir si quelqu'un peut rentrer dans ma tête.
Alors la question est posée, pourquoi le thème apparaît ici est plutôt utilisé, hein? La question est posée par M. Gourou. Pourquoi cette sémantique? Dans notre jargon, on dit quand c'est dur, seuls les dieux avancent. C'est bien, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Monsieur Youssef Diaby, parce qu'ils font face à une situation inédite. Parce que c'est en ce moment qu'on doit prendre les bonnes décisions et surtout celles qui doivent sauver. Parce que la crise, oula, ça afflue, Parce que dans la crise, on peut suffisamment influencer les individus. Voilà. Parce que la crise est un moment où nous devons prendre des décisions inhabituelles. Le vrai leader est celui qui sait vite s'adapter. Très bien. Alors, merci pour la qualité de vos réponses. En réalité, c'est cela. Lorsque on dit qu'en période de crise, les vrais leaders apparaissent, ça veut dire que tout le travail du leadership nous prépare à ces moments-là. C'est-à-dire tout ce qu'on a accumulé comme développement de leadership en période de calme, en période de paix, je dirais, c'est tous ces moments avant qui nous préparent à être des leaders dans la crise. Et quand on dit que les leaders apparaissent, ça veut dire qu'ils sentent que c'est le moment qui est arrivé d'agir en leader. Et donc, de façon spontanée, ils prennent le devant et ils se mettent en première ligne. Un peu comme l'histoire de David et Goliath. Un peu comme l'histoire de David et Goliath dans les livres saints, où toute la vie de David était en préparation de cet instant. Où quand il arrive, il traverse la foule des gens apeurés face au géant et il lui fait face. Ça veut dire qu'il y a une préparation pour ce moment précis. Donc, quand ce moment arrive, les vrais leaders sont prêts. Et ils savent que, OK, c'est ce moment-là pour lequel je me préparais, il est arrivé, je me présente tôt, c'est-à-dire dès les premiers signes, et j'agis rapidement, et je suis en première ligne, je suis face à mes troupes, je suis devant. Et c'est pourquoi on utilise ici le mot apparaître. Ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas là, ils étaient là. Mais la crise est le moment propice. Il n'y a pas un meilleur moment pour faire montre du leadership accumulé pendant ces années d'apprentissage où les temps étaient beaucoup plus cléments. J'espère qu'on est d'accord et qu'on se comprend bien sur cette partie. Alors, dans une telle situation, on va maintenant parler de ce leader qui apparaît. OK? Qui est-il? Autrement dit, on est foutu, on est dans la crise, mais qui va nous sortir de là? C'est de cela qu'il s'agit dans la seconde partie. Qui va nous sortir de cette crise-là? Et je sais que la diapo qui suit va vous arracher un petit sourire. Qui va nous sortir de là? Alors, vous avez reconnu le photomontage? Mais je sais les voir, hein, qui c'est. Alors, qui c'est sur la photo, si vous l'avez reconnu? Le professeur Didier. OK? Qui va nous sortir de là? Alors, bien évidemment, vous comprenez pourquoi j'ai utilisé cette photo qui est comme un film, présenté comme un film, où on montre le professeur Didier Raoult de Marseille avec une arme, comme quoi il vient sauver le monde, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien dans le monde, OK? Et parce qu'il nous a donné une très grande leçon de leadership ces dernières semaines avec son protocole. Et c'était vraiment pour faire un clin d'œil à ce genre de leader. Quand je dis que les leaders apparaissent, c'est vraiment pour cela. Et voici quelqu'un qui est prêt depuis une trentaine d'années. Qui est prêt. Il est prêt depuis une trentaine d'années. Il connaît l'épidémie, il
connaît les processus, il a publié près de 1000 articles, il fait partie des meilleurs au monde dans son domaine. Et il y a une crise comme le Covid qui arrive et il apparaît tôt, il apparaît en première ligne. Parce qu'il suit tout ce qui est comme critique, tout ce qui est comme dénigrement, parce que c'est pour ces moments comme celui-là qu'il est préparé depuis toutes ces années. Ceci dit, quelles sont les qualités de celui qui va nous sortir de là? Quelles sont les qualités de celui qui va nous sortir de là? Et j'ai essayé pour les trois qualités que j'ai choisies, bien évidemment, il y en a d'autres, mais pour les 3 qualités que j'ai choisies, j'ai essayé d'illustrer avec un leader charismatique et un personnage connu à chaque fois. Donc, celui qui va nous sortir de là a besoin de 3 qualités essentielles. La première des qualités, c'est la résilience. La résilience. Alors, c'est un terme qui est beaucoup usité. C'est pourquoi j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi la résilience? Pour vous, c'est quoi la résilience? Alors, la question est posée. Capacité à résister, à faire face, capacité de continuer à avancer malgré tout, capacité de renaître en mode plus, capacité à résister aux difficultés. Voilà. Ouais. Tout ça, c'est vrai. Effectivement, vous avez raison. La résilience, c'est la capacité à faire face à de nouveaux défis qui hier encore n'existaient pas. Et j'aimerais insister sur cette partie qui hier encore n'existait pas. Parce que bien évidemment, ce n'est pas la même résilience pour régler les anciens problèmes que les problèmes dont on n'imaginait même pas l'existence, comme celle du coronavirus, comme le cas du coronavirus. Personne en 2020 ne pouvait s'imaginer qu'on allait faire face à une telle pandémie. Tout le monde avait souhaité des vœux, on a dit quoi, une année 20 sur 20, hein? C'est ça, une année A+. Et malheureusement, le monde entier fait face à une situation inattendue, qui n'existait pas hier, dans de telles proportions. C'est vrai, il y a eu des pandémies, il y a eu des choses, mais dans une telle proportion, il faut remonter très en arrière pour trouver les traces d'une telle pandémie avec la grippe espagnole. Mais on n'était pas dans un monde aussi connecté, on n'était pas dans un monde aussi mondialisé. Et donc, même s'il y a fait plus de victimes, et aussi il faut dire que les moyens en ce moment étaient peut-être un peu plus rudimentaires, mais personne ne s'y attendait. Donc, la capacité à faire face à de nouveaux défis qui hier encore n'existait pas. La deuxième qualité est la qualité de l'influence. Et l'influence, on en a déjà parlé en introduction. Et j'ai illustré l'influence par, justement, on revient en arrière, c'est ici, non? Précédent. D'accord, pas bien grave. Alors, la résilience, évidemment, tout le monde a compris le lien avec Nelson Mandela. D'accord. Et là, l'influence, j'ai choisi Martin Luther King. Et vous savez bien pourquoi je choisis King. Parce que l'influence, c'est, dans cette situation de crise, c'est non seulement savoir influencer les gens d'en haut, les gens d'en bas et les gens d'à côté. Autrement dit, savoir influencer la hiérarchie, lorsque par exemple on est dans une organisation, directeur d'un département, etc. Savoir influencer les gens d'en bas, nos collaborateurs, ceux qui travaillent avec nous au quotidien, les gens d'à côté qui peuvent être des partenaires, qui peuvent être d'autres collègues. Donc c'est cette capacité d'influence-là à tous les niveaux pour faire avancer les choses qui est utile. Parce que la crise touche à l'ensemble du système. Donc, votre influence aujourd'hui n'est pas que sur comment conduire un groupe de personnes d'un point A à un point B.
Il s'agit d'influencer tout un système. Il s'agit d'influencer votre direction pour prendre les bonnes décisions dans cette période. Il s'agit d'influencer vos collaborateurs pour l'application des directives. Il s'agit d'influencer vos autres collègues, vos clients, vos fournisseurs, même l'administration. Donc, c'est une influence à 360 degrés qu'il faut développer pendant cette période. Et c'est pourquoi je vous disais que je suis d'autant plus d'accord avec John Maxwell quand il dit que le leadership se mesure à l'influence et rien d'autre. Parce que si je garde la définition que c'est emmener un groupe d'individus d'un point A vers un point B, vous comprenez que dans cette période de crise, le leader qui ne sait que faire ça manque cruellement des autres niveaux, des autres capacités d'influence qui lui permettraient d'influencer tout son environnement. Donc, c'est l'influence et point. Influencer en haut, influencer en bas, influencer à côté. Autrement dit, une influence à tous les niveaux. Et cette influence va se nourrir du fait que le leader dans cette situation ne doit pas agir pour son intérêt personnel. Il doit poursuivre des objectifs qui concourent au bien de chacun. Et c'est cela qui va donc accroître son influence. Parce que si dans cette situation, vous cherchez à sauver votre part de gâteau, qu'on sent que tout ce que vous faites, c'est seulement pour vous préserver vous, et que ce n'est pas orienté vers le bien commun, vous perdez automatiquement en influence vis-à-vis des gens que vous dirigez. Et donc, je reprends, cette influence-là doit concerner tout son écosystème, si on peut parler ainsi, et cette influence également doit être exacerbée par le fait que vous poursuivez des buts communs, sinon des objectifs qui concourent au bien commun, au lieu de poursuivre des intérêts personnels. La troisième qualité d'un tel leader, c'est la conduite du changement. La conduite du changement, parce que, on l'a dit, l'un des symptômes, c'est que tout est urgent. On ne sait plus qu'est-ce qui est prioritaire. Il y a beaucoup de tensions. Il faut s'adapter. Il faut prendre des décisions rapidement, hein, avec beaucoup de... Enfin, on manque d'informations. On est dans l'incertitude. On ne sait pas si on est en train de prendre la bonne décision en ce moment-là. Et on doit implémenter des choses assez rapidement. Comme la tendance aujourd'hui, on doit conduire le changement, le télétravail. Hein. Imaginez des organisations où les gens avaient du mal avec Skype. Hein, et du jour au lendemain, on dit, bon, dans une semaine, tout le monde se met en mode télétravail. Et que là, maintenant, on ne parle plus que de Skype, on parle de GoToWebinar, on parle de Zoom, on parle de... Donc, imaginez pour ces organisations-là, comment est-ce que c'est difficile? Le changement, il faut changer les protocoles, la manière dont on faisait les choses. Il faut porter, pour, par exemple, des trucs de sécurité. Un matin, on vous dit non, dorénavant, vous devez avoir des gants, vous devez changer tel nombre de... Tout le process change. Et on va de changement en changement. Et c'est pourquoi la troisième qualité que j'ai choisie, c'est la capacité à conduire le changement. Parce que le changement peut être un processus douloureux. Et dans les conditions de crise, en général, le changement, il est douloureux. Il est douloureux au plan psychologique, au plan financier. Il fait mal à tous les niveaux. Et donc, vous devez être ce champion-là qui est capable de comprendre qu'il faut changer et que le changement peut être un processus douloureux et de conduire quand même les personnes que vous dirigez à adopter, à accepter et à implémenter ce changement, et le tout dans un temps record. Et c'est cela toute la difficulté. À ce niveau, on peut marquer peut-être une pause pour revenir ou prendre des questions sur ces différentes qualités. On a parlé de résilience, hein, illustré par le cas de Nelson Mandela. On a parlé d'influence avec Martin Luther King, qui a fait bouger les lignes aux États-Unis à tous les niveaux. On a parlé également de conduire le changement en illustrant avec Mère Teresa.
qui a profondément impacté la vie des millions de pauvres en Inde. Tout à fait. Et donc, sur ces différents points, s'il y a des questions, s'il y a des apports, on est ouvert avant de continuer. Alors, je prends déjà une des réactions, celle de Madame Meïté Pouskone, qui dit ceci. Parlons donc de l'influence. En d'autres termes, il s'agit de se mettre à disposition pour agir et servir le bien commun sans perdre de vue ses intérêts propres tout de même. Alors, c'est une réaction donc qu'elle a eue. Est-ce qu'elle est dans le tempo? Est-ce qu'on est en phase avec… Alors, est-ce qu'on peut relire? Parce que j'ai pas… Alors, elle dit puisqu'il s'agit de l'influence, il s'agit donc de se mettre à disposition, se mettre à disposition pour agir et servir le bien commun, mais sans perdre de vue ses intérêts propres. Alors, je dirais que si le bien est commun, du coup, le leader lui-même se retrouve dans ce bien commun. Donc, si on poursuit le bien commun, c'est une façon de dire pour tous. Et on est le premier membre de notre équipe en réalité. Donc, si le bien qu'on poursuit il est pour tous, il ne fait pas abstraction de l'intérêt personnel. Mais l'intérêt personnel peut faire abstraction du bien commun. Et c'est ça la nuance, en fait, qu'il faut lever. OK. Alors, d'autres réactions, M. Patrick Irondi, j'aime bien le terme d'audace. Et vous? Oui, effectivement, audace. Audace, c'est des choses qu'on peut retrouver dans la résilience et dans l'influence et même dans la conduite du changement. Je pense que c'est une notion qui est transversale, en fait. Très bien. Ben, on pourra, dans tous les cas, M. Patrick, si vous le souhaitez, aussi ouvrir le micro si vous avez des inputs à faire, parce que vous êtes aussi friand de ces thématiques-là. Alors, M. Moustapha Barké, ne pourrait-on pas inclure dans les qualités du leader celui qui sort des standards? Celui qui sort des standards. Oui, je pense que ça rejoint la notion d'audace. Hein, parce qu'ici, en fait, j'ai juste ramené à la notion de crise qui nous intéresse aujourd'hui, où c'est vraiment plus de sauver le meuble, en fait, que le processus d'innovation classique où on fait les choses de façon différente, on avait fait de la recherche et développement, etc., prendre de l'avance et tout. Et ici, on est en mode urgence et on essaie de prendre des décisions pour sauver ce qui peut être. Très bien. Je prends encore d'autres réactions. Ne pourront-on pas… OK, c'est ce que je veux dire. Comment planifier la conduite du changement dans un contexte où les fake news entourent le COVID-19? Question posée par M. Jean-Stéphane Kofi. Alors, ça, c'est tout un programme. La conduite du changement, c'est tout un programme, mais je pense que moi, je note, à un moment donné, on va… Oui, pourquoi de faire une petite séance, voilà. Ouais, à un moment donné, je pense que oui, il y a une partie. Je trouve l'intervention de très bonne qualité. Bravo, merci, M. Patrick Irondi. Merci. Madame Meïté, essayez de revoir un peu votre connexion Internet. Elle a quelques difficultés avec le son. Alors, Madame Sarah Kwame, si je comprends bien, le leader a besoin de 1. La résilience, 2. L'influence, 3. Conduire les changements, 4. Et 2. Point d'interrogation. Je n'ai pas bien entendu la partie du 4e point. Est-ce qu'il y a eu un 4e point? Non, pas sur ce point. Il n'y a pas eu de 4e point. Mais j'ai dit, est-ce pas que j'ai choisi 3 qualités? Il y en a bien plus, mais justement, je pense qu'au-delà de 3, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Et donc, on peut se concentrer au moins à développer 3 qualités. Et je pense qu'on pourra acquérir les autres par effet collatéral. OK. Alors, M. Adams Koulibaly pose la question de savoir, pour ce qui s'agit de la conduite du changement, comment, dans un laps de temps très court, un leader pourrait changer les protocoles dans une entreprise, une PME
Et surtout si, bon, ça, c'était disons aux managers qui ne sont pas forcément des décideurs numéro 1, surtout lorsqu'on n'est pas décideur numéro 1. Je lis d'autres questions. En premier subtiliser la conduite de changement. On va songer à faire une session sur la conduite du changement. Ça pourrait être intéressant. Je vais féliciter des informations. Très bien. Voilà. OK. Merci vraiment à tous. Je pense qu'il y a des questions qu'on va aborder dans la suite, tout naturellement. Merci pour la qualité de vos questions et de vos inputs. Alors, maintenant qu'on connaît les 3 qualités de ce leader, on va voir comment doit-il s'y prendre, c'est-à-dire quel modèle de leadership il doit pouvoir appliquer. Et en temps de crise, quel est le modèle de leadership gagnant, autrement dit. Mais avant de vous présenter la slide, j'aimerais prendre vos réponses. Selon vous, en temps de crise, quel est le modèle de leadership qu'on devrait pouvoir appliquer, qui nous donnerait toutes les chances de succès dans la gestion de la crise? Quel modèle de leadership en temps de crise? Selon vous, quel est le modèle de leadership? Quel modèle de leadership devrait-on appliquer en temps de crise pour être certain d'obtenir Alors, je vois le résilient, hein, dit M. Traoré, Mme Koné. À mon avis, il faut adopter une approche participative. Leadership de service aux autres, dit M. Coulibaly Serge. Un leadership intégrateur, M. Adams Coulibaly. OK. Très bien. Alors, merci pour vos pertinentes réponses. Participative, service, se mettre au service des autres. Je comprends que par leadership intégrateur, c'est l'inclusivité, faire en sorte que ce soit inclusif. Donc, on revient encore le thème participatif. Moi, je vous invite en fait à découvrir ou bien à appliquer, si vous connaissez déjà, cette approche en matière de leadership qui s'appelle Adaptive Leadership. Je pense que c'est une thématique dont j'ai beaucoup discuté avec M. Komara. C'est une théorie développée par 2 enseignants de l'Université de Harvard qui est d'un bon sens commun, comme en général les bonnes théories. C'est-à-dire que c'est le leadership adaptatif, qui est un modèle qui se définit comme l'action de mobiliser un groupe d'individus pour faire face à des challenges difficiles et en sortir triomphant. Il part d'une approche très simple, que nous vivons dans un monde d'incertitude. Et la crise de COVID-19 nous le prouve encore une fois. Et que face à ce monde-là, il y a certains types de leadership, certains modèles de leadership qui en fait ne sont plus d'actualité. Autrement dit, le leader qui sait tout, dirigiste, qui dit oui, on fait comme ci, on fait comme ça parce que c'est moi qui ai décidé, le sorte de leader charismatique, envoûtant, je dirais, que tout le monde suit, en qui tout le monde place confiance et dont on ne discute même pas des approches, tellement on est captivé, omnibulé, ou bien tellement on a peur ou effrayé par ce qu'on voit. Et ce type de leadership, c'est un leadership qui est dépassé dans le monde actuel. Et que dans ce monde aujourd'hui, il faut faire preuve d'adaptativité. Il faut être un leader adaptatif. Et c'est ce leadership-là qui permet de mobiliser un groupe d'individus pour faire face à des challenges difficiles et en sortir triomphant. Et donc, c'est ce modèle de leadership que nous allons détailler dans la diapo qui suit pour que chacun s'imprègne de ses principes. Et on verra ensuite 5 attitudes que chacun de nous peut adopter afin d'être ce leader adaptatif-là qui s'adapte à la situation. Parce que cela part d'abord d'un état d'esprit avant de devenir des actions au quotidien. Alors, si nous sommes
D'accord. Je vous présente donc le modèle de leadership adaptatif. Il doit être en temps de crise. Il y a 4 caractéristiques essentielles dans le leadership adaptatif. D'abord et avant tout, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle qui nous permettra de connaître nos sentiments et les sentiments de ceux qu'on dirige ou avec qui nous sommes en relation dans cette situation de crise. Et le fait de connaître ces sentiments nous permet de développer cette empathie-là vis-à-vis des gens qui développent la confiance. Et la confiance a donc un impact sur la qualité des relations. Donc, vous voyez que quand on parle de cette intelligence émotionnelle, on arrive à construire une relation de qualité, une relation de confiance qui est basée sur la prise en compte de nos sentiments et du sentiment des autres. Premier caractère, première caractéristique du leadership adaptatif. Deuxièmement, on parle de justice organisationnelle. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure, que dans une situation de crise, le leader doit être objectif. Je dirais même qu'il doit faire preuve d'honnêteté. Et cette justice organisationnelle a pour base une culture de l'honnêteté au sein de l'organisation. Une culture qui valorise et qui respecte les individus. Parce que c'est la seule condition pour que dans l'organisation, les gens se sentent une mission de sauver l'entreprise. La troisième chose à prendre en compte dans le leadership adaptatif, c'est ce que j'appelle la partie développement. Et là-dedans, c'est que le leader comprend qu'il est dans un processus permanent de développement. Donc, il va faire quoi? Il va cultiver sa curiosité. Il va adorer, j'ai failli dire, l'apprentissage, et il sera quelqu'un qui est très porté sur l'expérimentation. Ça veut dire qu'il va partir du principe qu'il ne sait pas. Il va se mettre dans une disposition d'apprentissage. Il va ensuite expérimenter. Et expérimenter veut dire que dans bien des cas, parfois, le plan A ne marche pas, le plan B ne marche pas, le plan C ne marche pas. Mais il ne se décourage pas. Et donc, ça va rejoindre la capacité de résilience dont on avait parlé plus haut. Il est dans l'expérimentation. Et il s'adapte à chaque fois avec le retour d'expérience. Et le quatrième élément, c'est le caractère. Il est lui-même quelqu'un de transparent, quelqu'un de créatif, parce que justement, dans cette situation où il faut s'adapter, il faut avoir un esprit créatif pour faire les choses différemment, pour faire les choses mieux, pour faire les choses autrement. Et il est exemplaire. Il est exemplaire parce que c'est l'un des éléments primordiaux dans l'influence. Être exemplaire ou diriger par l'exemple, c'est d'avoir le bon comportement, la bonne attitude et ne pas simplement être en mode faites, mais regardez-moi faire, inspirez-vous de comment je fais et faites ensuite. Donc, voici les 4 éléments qui définissent ces 4 piliers qui définissent le leadership adaptatif. L'intelligence émotionnelle, la justice organisationnelle, le développement et enfin le caractère. S'il y a une question, 2 questions sur cette diapo en particulier, dites-moi comment vous avez compris. Oui. À chaud, l'adaptative leadership est-il différent du leadership situationnel? Question posée par M. Traoré. Madame Koné Sali dit le modèle me paraît vraiment assez complet. Merci. Jouer franc jeu autant que possible en tout et avec tous.
dit-elle. Voilà. Comment faire la nuance entre l'adaptatif et le manque de fermeté pour gérer une crise? La question posée par M. Koulibaly Adams. Voilà ce que nous avons pour le moment comme réaction sur donc, ce leadership qu'il faut adopter en temps de crise, comme nous le présente M. Goro Adama. OK. Alors, sur la question du leadership situationnel, je dirais qu'ils ont beaucoup de points en commun, sauf que dans la perception, le leadership adaptatif, c'est un style permanent du leader qui se met dans une optique où il dit « je suis dans un environnement qui est mouvant, un environnement changeant, un environnement qui peut me surprendre à tout moment. Et donc, j'adopte cette façon de faire pour être toujours prêt à faire face aux situations d'urgence. » Le leadership situationnel traite des caractères qu'on doit développer pour gérer une situation donnée. Donc, je dirais que les deux approches ont des points communs, mais c'est l'adoption en termes de mindset d'un état, d'un modèle de leadership qui devient ma marque de fabrique de façon permanente et sur la durée. C'est-à-dire que c'est ma façon de faire de façon permanente. C'est-à-dire qu'il est crise, mais qu'il n'est pas crise, qu'il est une situation difficile ou pas, je suis en mode adaptive leadership. Parce que en développant cette façon de fonctionner, je me prépare toujours à pouvoir faire face à des crises éventuelles, à des situations difficiles éventuellement. On a parlé de, et le manque de, il a parlé de... Et comment faire la nuance entre l'adaptatif et le manque de fermeté? Et le manque de fermeté. Bon, je ne vois pas dans le modèle où on manque de fermeté, parce que s'adapter ne veut pas dire qu'on manque de fermeté. Bon, la question n'est pas liée à un cas particulier, donc j'avoue que quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué à répondre. Mais où est-ce qu'on placerait la fermeté parmi on va dire, les 4 caractères que doit adopter le leader à travers l'adaptative? Alors, est-ce que c'est la fermeté, c'est plutôt de l'intelligence émotionnelle, c'est du caractère? Ce qui est passionnant dans le leadership, c'est qu'à moins qu'on s'entende sur ce qu'on entend par fermeté, on serait toujours en train de... Donc, c'est quoi l'appelle par fermeté dans un moment de crise, par exemple? C'est ce que s'il peut préciser, un cas, ça nous permettrait d'avoir une meilleure... La fermeté, c'est quoi? C'est quand je dis faites quelque chose que vous ne faites pas, je vous tape là-dessus. Bien, qu'est-ce qu'on entend par fermeté? Il dit la fermeté se trouve dans le caractère, être exemplaire. Ah, d'accord, ok. Ok, super. Très bien. Ok. Alors, donc, si nous sommes d'accord avec ce modèle et que nous l'avons compris, j'aimerais quand même m'assurer qu'on l'a compris. Dites juste OK. Je vais maintenant vous présenter les 5 attitudes qu'un bon leader, sinon un grand leader, fait preuve, dont un grand leader fait preuve en période de crise. C'est bon? On est bon avec ça? On est bon avec le modèle? Merci de nous dire OK. Oui, OK, validé. OK. Très bien. Alors, 5 attitudes de leadership en temps de crise. Je commencerai par le bloc de texte en haut, avant de redescendre, faire le tour. La première des attitudes, c'est de donner la priorité aux personnes. Et comme le terme anglais le dit, people first. Mais en fait, ce n'est pas qu'une attitude à avoir en période de crise, c'est une attitude à avoir tout le temps. Même en période où il n'y a pas de crise, la première tâche du leader, et ce n'est pas Serge Koulibaly qui dira le contraire, qui parle de servant leadership, c'est de donner la priorité aux personnes. Put people first. C'est d'abord les gens.
Alors, cela prend naissance dans votre volonté de servir. Cela prend naissance dans votre empathie vis-à-vis des gens avec lesquels vous travaillez. Comment vous vous mettez à la place des autres? Comment vous ressentez les choses de leur point de vue? L'angoisse du vigile vis-à-vis de la situation, parce qu'il ne peut pas se permettre de faire des emplettes pour le mois si jamais on passe en confinement. L'angoisse de votre collaboratrice qui attend un bébé, l'angoisse de ce jeune stagiaire qui devait être confirmé à fin mars. À fin mars. OK? Donc, vous devez donner la priorité aux gens. Il s'agit d'abord des gens. Et pour cela, je vais citer le président ghanéen qui disait dans une déclaration que nous savons comment faire vivre ou revivre une économie. Mais ce que nous ne savons pas, c'est comment redonner la vie aux gens qui sont morts. Et c'est une pensée qui m'a profondément touché dans cette situation. Parce que c'est justement de cela qu'il s'agit. Comment mettre les gens en priorité. Et ça doit pouvoir se décliner en action quotidienne. Mettre les gens en priorité, c'est là que vous challengez vous-même les valeurs de votre entreprise. Quand vous dites aux gens, en temps de paix, soyons soudés, nous sommes une famille, formons une équipe, comptons les uns sur les autres, alors que tout est flou dans cette confusion, dans ce brouhaha, dans les urgences et les priorités du moment, est-ce que ces paroles-là sont vérifiées dans votre attitude, dans votre comportement au quotidien avec vos staffs? Lorsque vous dites en temps de paix à vos employés que cette entreprise tient par la force de votre travail, c'est grâce à vous que nous sommes où nous en sommes. Et qu'en cas de crise, ces gens se posent des questions. Est-ce que votre priorité, c'est de leur donner le retour de ce qu'ils ont donné à cette entreprise? Est-ce que vous leur envoyez le bon message en disant, oui, n'ayez pas peur, vous avez donné aujourd'hui, on se tient à vos côtés, on fait face à ça. Donc, donnez la priorité aux personnes. La deuxième chose que je pourrais vous inviter à faire, c'est de vous informer vous-même, ou devrais-je dire, vous informer par vous-même. Il y a un de mes collaborateurs qui me racontait l'histoire d'un de ses amis qui a passé les 2 dernières semaines à se gaver de toutes les informations qu'il y avait sur le coronavirus. H24, 7 jours sur 7. Il s'est retrouvé dans une banque de la place il y a quelques jours. Et vous savez, les dispositions actuellement dans les banques, c'est au moins 1 mètre entre les gens. Dans cet endroit confiné, il a commencé à se sentir mal, limite même s'il n'avait pas commencé à sentir les syndromes du coronavirus. Il a fait une crise d'angoisse et il s'est évanoui. Ouais, il s'est évanoui à l'intérieur de la banque. Il n'avait rien du tout, il était en très bonne santé. Mais l'information négative qu'il a accumulée depuis 2 semaines sur le coronavirus, ses peurs, ont révélé un taux d'angoisse trop élevé et le pauvre il s'est effondré. Alors donc, quand vous vous informez en tant que leader, faites la part des choses. Triez vos sources d'information. Ne soyez pas des leaders qui sont abonnés au groupe WhatsApp spécialement créé sur le Covid, qui balancent à longueur de journée que de fausses rumeurs sur la situation. Pourquoi? Vous devez être suffisamment informé pour ensuite revenir à la première case, c'est-à-dire donner la priorité aux personnes, pour informer vos staffs. Pour prendre des décisions, vous devez pouvoir être informé. Donc, triez vos sources d'information. Cherchez autant que faire se peut des informations crédibles. Par exemple, sur le site de l'OMS, sur les organismes fiables. Et de grâce, dans les groupes WhatsApp de vos entreprises, ne partagez pas des informations qui ne font que
empirer la situation de stress et d'angoisse dans laquelle les gens se trouvent, mais que des informations utiles qui sont liées aux dispositions à prendre pour se protéger. Troisième attitude, soyez flexible. Soyez flexible. Alors, comment vous expliquer cela? Soyez flexible dans la mesure où, pour reprendre le point de développement dans le leadership adaptatif, vous allez changer des choses. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il ne s'agit pas, la rigidité, c'est dans la barre de fer. Aujourd'hui, vous devez être comme du plastique qui, sous la pression, peut prendre une certaine forme et peut revenir à sa forme initiale. Ça veut dire que vous devez vous dire que si j'ai un plan A de sortie de crise, ce plan A pourrait ne pas marcher. Le plan B peut ne pas marcher. Et comme on dit, il y a 26 lettres dans l'alphabet. En espérant qu'on n'arrive pas jusqu'au plan Z, mais vous devez être flexible. Cette flexibilité aussi, c'est une flexibilité intellectuelle qui vous permet d'accueillir les nouvelles idées, qui vous permet de penser différemment et d'agir différemment. La quatrième attitude, c'est de tirer parti de votre équipe. Et ça, on n'a même pas besoin de le dire aux bons leaders, parce qu'ils tirent parti de leur équipe, que ce soit déjà en temps de calme ou en temps de paix. Mais en temps de crise, c'est encore plus important. Ne jouez pas ce que les anglo-saxons appellent « the smartest guy in the room », le gars le plus intelligent de la salle. Vous avez une équipe et je peux vous assurer que la somme des intelligences en général est supérieure à une seule intelligence. Alors, donnez-vous la peine d'écouter les propositions que les autres ont à faire. Si ça se trouve, le responsable d'un département, il connaît ce département-là beaucoup plus que vous sur le bout des doigts. Et donc, ces propositions, pour fonctionner en temps de crise, peuvent avoir leur pesant d'or par rapport à l'idée de base que vous avez en tant que leader. Si ça se trouve, l'assistante qui vous suit depuis pratiquement 3-4 ans, qui sait tout ce qui se passe dans cette entreprise, elle est plus habilitée à donner des conseils dans ces moments-là que le surdiplômé qui vient d'arriver il y a à peine 3 mois. Et donc, il faut ouvrir la parole, il faut respecter les avis des uns et des autres et il faut tester les bonnes idées. Donc, il faut revenir donc à cette option de flexibilité. Et si ça ne marche pas, il faut encore consulter et repartir de plus belle. Dans ce moment de crise-là, soyez authentique. Ça veut dire, on a parfois la fausse image du leader que rien n'atteint. Il est imperméable à toute situation. L'idée, c'est quoi? Non, moi, je suis quand même le chef, il faut que je sois serein. Il faut que je ne montre pas que, par exemple, j'ai peur. Il faut que je ne montre pas que je m'inquiète. Il faut que je ne montre pas que, il faut que je montre. Et donc, du coup, vous pouvez devenir très glacial vis-à-vis de la situation. Mais être glacial en ce moment-là envoie un très mauvais message aux gens que vous dirigez. Ils le prennent soit en mode on dirait que le boss s'en fout un peu de la situation, ou bien il n'est pas touché par ce que nous vivons, et vous créez une distance sociale, vous créez une distance, un fossé avec vos équipes. Alors que si vous restez authentique, ils comprennent que, effectivement, la situation vous affecte, que vous êtes inquiet, et il n'y a aucun mal à être authentique dans ce type de situation. À l'époque, on avait rencontré une dame qui a été ministre du Travail sous Mandela, dans un dîner qui célébrait l'anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Et elle nous avait partagé une situation où, de crise en fait, avec Mandela, où après, pendant le débriefing, il leur disait, il dit, mais j'ai eu peur. Et elle lui a demandé, toi, Madiba, avoir peur? Et il lui a répondu, mais qu'est-ce que tu crois?
je suis un homme. Je peux avoir peur. Alors, quelqu'un qui a dit non et qui a sacrifié quasiment toute sa vie en prison, Dieu seul sait ce qu'il a vécu dans cette période, mais qui est authentique et qui affirme que oui, dans cette période, j'ai peur. Ça ne le diminue en rien. Au contraire, ça vous rend beaucoup plus humain et vos décisions ne sont beaucoup plus que compréhensibles aux yeux des gens que vous dirigez. Et donc, 5 attitudes que je vous invite à pratiquer au quotidien dans cette situation. Donner la priorité aux personnes. S'informer soi-même, être très informé sur la question. Ça vous permettra de prendre de bonnes décisions, de rassurer les gens avec lesquels vous travaillez. Soyez flexible, essayez différents plans, différentes situations. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Réessayez. Pendant ces moments, tirez parti de votre équipe. Écoutez les gens avec qui vous travaillez. Prêtez attention à ce qu'ils ont à dire et tirez les meilleures idées. Essayez de les appliquer. Donc, encore une fois, vous retournez à la case de soyez flexible et surtout soyez authentique. Dans cette situation, soyez vous-même. Et ne pensez pas que les manifestations normaux de l'esprit humain vous diminuent aux yeux des gens. Au contraire, cela vous rend beaucoup plus humain et on en comprend un peu mieux votre façon de faire et d'agir dans cette période. Donc, voici en fait 5 attitudes de leadership en temps de crise que je vous invite à appliquer. Alors, je pense que pour ma part, c'était le dernier point que je voulais aborder avec vous avant que dans une dizaine de minutes, on ne clôture cette discussion. Donc, je reste ouvert aux échanges. Si vous pouvez prendre la parole de façon orale, ça serait très bien aussi pour qu'on puisse avoir des échanges humains. Donc, prenez la parole et faites-vous entendre. Ça mettra toujours un peu de chaleur humaine à cette discussion très technologique. En tout cas, merci Monsieur Goro Adama pour cette présentation très instructive sur le thème dirigé en période de crise. On a parcouru ensemble durant ces 1h30 pas mal de questions. On a essayé de définir le leadership et la crise. On a évoqué les symptômes de la crise. Et j'ai bien apprécié cela. La crise est source de distraction. Elle éloigne bien entendu du mouvement. On a parlé, et j'ai bien aimé aussi la pression. Lorsqu'on presse presse de l'orange, on obtient du jus, mais quand on presse l'homme, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient ses valeurs intrinsèques. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et aussi cela, un moment où les vrais leaders apparaissent, c'est pendant les crises. Les vrais leaders apparaissent au moment des crises. Et on a évoqué la question des qualités du leader. 3 qualités essentielles, la résilience, l'influence, la conduite du changement. On a parlé de leadership adaptive leadership, avec les 4, on a dit 4, oui, les 4 fondamentaux, l'intelligence émotionnelle, la justice organisationnelle, le caractère, le développement, et enfin les 5 attitudes que les leaders doivent adopter en temps de crise, c'est-à-dire donner la priorité aux personnes, s'informer soi-même, être flexible, tirer parti des équipes et puis être authentique à l'exemple de Mandela. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient donc prendre la parole et puis poser de vive voix des questions? Vous vous présentez et vous posez une question, s'il vous plaît. Une question, ce n'est rien d'autre qu'une simple phrase avec un point d'interrogation à la fin. Pas la peine de faire une autre thématique. Nous sommes 157 connectés.
Hein. J'imagine que plusieurs personnes souhaiteraient prendre la parole. Alors, je vais essayer de... Alors, je viens en fait de nettoyer tout ce qui était main levée. Donc, je prends les dernières mains levées. Donc, si vous aviez levé la main, levez-la encore pour que voilà, ça puisse paraître. Alors, ordinairement, je commence chaque fois par le haut. Je vais cette fois commencer par le bas. Souvent, ils sont pas... Alors, je prends M. Youssef Diaby. M. Youssef Diaby, vous présentez votre structure et vous posez simplement votre question, s'il vous plaît. Désolé, je me lever antérieur. Je n'ai pas compris. Voilà, donc c'était une main levée depuis longtemps pour l'annuler. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Ok, je vois d'autres mains. Bon, je prends M. Sila Aboubakar. Ok, bonjour. Monsieur Sila, vous êtes là? Oui, je suis là. Je tiens tout d'abord à remercier Goro pour son intervention qui est de qualité. Et puis, nous sommes une entreprise, en fait, nous sommes une initiative nouvelle pour répondre à certaines problématiques, notamment liées au confinement. Et ma préoccupation actuellement, c'est de savoir comment est-ce qu'on gère en fait son leadership, comment est-ce qu'on le gère en situation où on travaille avec des gens à distance sur plusieurs pays en même temps. Comment être bon dans le suivi et tout ça en fait. C'est plus ça ma préoccupation. Et aussi savoir par rapport à caractéristiques de leadership qui ont été données, est-ce que c'est pas un style de leadership qui s'il est appliqué dans tous les temps serait bien? Parce que là, moi, j'ai vu des caractéristiques que pour moi, un leader devrait appliquer toujours, quoi. Merci. Merci bien, M. Sila. Oui, on va en même temps. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, l'adaptive leadership, c'est un style qu'on peut adopter de façon permanente. C'est pas un style qu'on adopte seulement en situation, c'est un style qu'on adopte qui nous permet de traverser les crises avec beaucoup plus d'efficacité. Alors, la question sur le travail à distance rejoint justement la question qui avait été posée beaucoup plus tôt par une dame sur comment est-ce que je fais pour faire le suivi, comment est-ce que je m'arrange pour travailler avec des gens à distance. Il faut savoir que le travail à distance s'organise en tâches. C'est beaucoup plus simple comme cela. À distance, c'est mieux que vous ayez travaillé ensemble pour que chacun sache qu'est-ce qu'il a à délivrer, quand est-ce qu'il a à délivrer. Autrement dit, si vous ne savez pas cela à la base, il est quasiment impossible en fait de suivre le travail qui sera fait. Après, il y a des outils technologiques qui vous permettent de voir où en sont les uns et les autres. Je pense que des outils comme Asana le permettent, d'autres outils liés au project management. Mais le plus important, c'est est-ce que dans votre équipe aujourd'hui, les tâches sont clairement assignées? Est-ce qu'il y a un calendrier d'exécution clair, de telle sorte qu'on sait aujourd'hui que M. Aboubakar doit livrer la présentation de tel projet, ou on sait que Madame Ouamé doit faire ceci. Et je pense que ça, c'est la base avant de parler de comment on fait dessus. Une fois qu'on a cette base-là, après, l'idée, c'est de maintenir les gens motivés. Pour maintenir les gens motivés, je reviendrai toujours à la priorité numéro 1, c'est-à-dire mettre les gens en premier. Ça veut dire quoi? Dans cette situation, il faut avoir beaucoup d'empathie. Comprendre que, par exemple, Mme Kwame, elle travaille dorénavant de la maison. Elle gère parallèlement ses 3 enfants qui ne vont plus en classe. Et il faut comprendre qu'elle ne peut pas forcément avoir la même efficacité que si elle était concentrée au bureau à 100%. Ça, c'est très important. Il faut, autant que faire se peut, montrer aux gens qu'ils comptent, que le travail compte et que vous vous souciez pour eux. Parce que c'est la seule attitude qui permet aux gens de se mettre à votre service. C'est quand vous mettez à leur service dans un premier temps. Apportez le support nécessaire. Demandez toujours aux gens, qu'est-ce que je peux faire? De quoi as-tu besoin?
pour mieux faire ton travail. Et donc, être toujours ce support-là, en termes techniques ou intellectuels, de telle sorte que la personne se sente toujours encadrée et quand elle a des difficultés, qu'elle n'hésite pas à vous revenir. Voici de façon ramassée quelques conseils que je pourrais donner par rapport à ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Vous pouvez lever la main à nouveau, s'il vous plaît. Il y a eu quelques écrits. Nous avons beaucoup appris. Très belle initiative et nous aimerions que vous continuiez à le faire même après la crise. Ça vient de Jocelyne Mabéa. Sans souci, la Chambre continuera dans cette dynamique. Madame Koné, son micro est toujours coupé. Il y a un écho lorsque le participant parle. J'espère que ce n'est pas le cas chez tout le monde. Mais sinon, pour cette formation, j'aimerais avoir la vidéo de toutes ces sessions. Oui, vous aurez les liens. Ne vous inquiétez pas. Alors, comment lever la main? Il s'agit simplement de cliquer sur l'icône. Il y a une petite main au niveau de la liste des noms. Vous cliquez simplement dessus et ça me permettrait de savoir donc que vous souhaiteriez prendre la parole. Alors là, je vais ouvrir le micro de M. Ambe Omer, qui vient de lever la main. M. Ambe, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. OK. Je voudrais dire merci à la Chambre de commerce pour cette belle initiative qu'elle a prise pour nous faire vivre les situations de terrain à travers donc cette conférence donnée par un expert. Je voudrais lui dire merci à M. Goro et merci à M. Komara également qui prend cette initiative dans cette période de crise. J'ai juste ce mot de sympathie et d'encouragement pour la Chambre de commerce et pour toutes les initiatives que vous prenez maintenant. Merci de poursuivre cela et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous aussi, M. Omer. Merci. Alors, d'autres mains levées, je regarde. Monsieur Aboubakar Sanogo. Monsieur Aboubakar Sanogo. Ok, merci. Merci. Merci à M. Goro, merci à M. Komara. Je suis M. Aboubakar Sanogo, administrateur financier de Al-Barakat, d'Aloha Finance, une structure de microfinance et d'investissement, et aussi de l'hôpital islamique de Daloa, qui fait la prestation dans la santé. Présentement, je suis au Canada. Je suis aussi PCA de UNICA, Union Ivoiro-Canadienne, une structure d'investissement de la diaspora canadienne en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, je voudrais ma question. Canada, ça se passe bien. Oui, Canada, on est bien confiné. Et là, on est depuis 2 semaines confiné. D'accord. Donc là, ma question, c'était effectivement... C'était la question sur la santé mentale. Ça n'a pas été abordé. Ici, comme je dis, ça fait 2 ou 3 semaines pour certains que nous sommes confinés. Et on commence à faire face avec nos collaborateurs à une évolution de crise de santé mentale, anxiété, et beaucoup d'anxiété, de stress, et puis bon, des gens qui abandonnent carrément parce que ça fait trop de pression avec les informations sur le Covid-19, les cas qui montent, et puis des malades dans les familles. Donc, je voudrais savoir, en ces temps de crise, en Côte d'Ivoire, je sais qu'on n'est pas peut-être à ce stade, pour des collaborateurs qui sont dans ces situations de crise de santé mentale, quel peut être le rôle d'un leader pour les accompagner à distance? Merci. Merci, M. Sanogo. Alors, M. Sanogo, la question vient de loin et c'est une question qui est très difficile. Parce qu'avant de dire aux gens, il faut sauter sur votre téléphone pour essayer d'aider, encore, il faut que les gens aient la capacité d'aider les gens qui traversent cette situation. Et dans mon travail, c'est vrai que je fais face à pas mal de situations de ce genre, surtout avec les cadres dirigeants, même en temps normal, hein, les burn-out et tout, c'est courant. L'une des choses, en fait, qu'il faut surtout faire en tant que leader, c'est que comme c'est lié à la santé mentale, c'est déjà de voir s'il est possible de dégager la personne de la pression supplémentaire du travail qu'il a à faire. Ça, c'est dans un premier temps. En lui montrant qu'on est avec lui, en
en disant, bon, ok, je constate que c'est un peu compliqué en ce moment et tout. Par rapport au projet où tu en es, laisse-moi voir sur l'aide, etc., etc. Pour montrer qu'on fait un effort déjà pour essayer de décharger la personne d'une partie de son travail, parce qu'on sait que de toute façon, la personne n'est pas tout à fait bien dans sa tête. Et puis, je ne dis pas de se former à devenir psychologue, mais de développer le sens de son écoute et de poser plus de questions pour amener la personne à parler de sa situation. Et puis, essayer d'être le plus rassurant possible. Quand on arrive à trouver ce qui est la cause de l'anxiété, on peut peut-être apporter des réponses. Cette anxiété peut être due au fait qu'il est peut-être certain qu'il va perdre son travail à cause du COVID-19. Et peut-être qu'il y a des mesures d'accompagnement que l'entreprise prévoit ou a prévues, ou peut-être qu'il y a des mesures étatiques qui seront là. Donc, par rapport à pouvoir dire aux gens, non, ne vous en faites pas, même si la situation devient compliquée, on ne va pas vous lâcher, même si la situation nous amène à la faillite, mais soyez certains que dès qu'on pourra reprendre, voilà, vous serez des personnes prioritaires pour l'entreprise. Et puis, s'il y a des initiatives au niveau gouvernemental, c'est de diriger les personnes vers ces initiatives-là. Dans certains pays, il y a le chômage partiel, il y a des aides, il y a des choses. C'est pourquoi le leader doit toujours rester informé afin de pouvoir donner la bonne information aux gens qui dirigent. Mais a priori, ce n'est pas des choses les plus simples à gérer, surtout quand les gens font du burn-out et qui sont à distance. Mais c'est de toujours garder le contact et le lien. Il ne faut pas encore aggraver la situation en coupant le lien avec cette personne parce que c'est difficile de parler avec quelqu'un qui traverse une telle crise parce que ça ne va faire que plonger la personne un peu plus. Et puis, lui donner des astuces comme la méditation, comme les techniques de respiration. Et puis, si vous avez des amis de ces personnes que vous connaissez, ça serait peut-être de les contacter afin que elles aussi puissent intervenir, que la personne se sente entourée, même pendant cette période. Donc, littéralement, faites des choses qui sortent de votre cadre habituel de dirigeant d'entreprise simplement, mais parce que vous avez décidé d'être au soin des personnes que vous dirigez. Très bien, merci bien, M. Gourou. On va prendre l'intervention d'une dame. Ça sera l'une des dernières. Madame Mabéa. Madame Jocelyne Mabéa, vous pouvez activer votre micro, l'ouvrir et prendre la parole si vous êtes là. D'accord. Bonjour. Bonjour, madame. D'accord. Alors, moi, c'est mademoiselle Mabéa Jocelyne, responsable de la société JDM Import Export. Je vous ai pris en cours, désolée, mais j'aimerais savoir, puisqu'on parle de diriger en temps de crise, ça aurait été bien qu'on aborde le sujet de comment utiliser les réseaux sociaux pendant la période de crise, puisque dans certains pays, déjà, on remarque que les bureaux sont fermés et les entreprises sont fermées. Je ne sais pas si on va arriver à ce stade en Côte d'Ivoire, mais ce serait bien d'en parler aussi si vous n'avez pas déjà abordé ce sujet, en fait. Je crains d'avoir pas très bien compris le lien. Vous parlez de comment utiliser les réseaux sociaux, je n'ai pas très bien compris. En période de crise, dans la mesure où on se avec les bureaux fermés, c'est-à-dire les entreprises sont fermées, où on se retrouve à être confiné totalement en fait à la maison. Pour les personnes en fait qui n'ont pas vraiment l'habitude de travailler avec les réseaux sociaux, je pense que ce serait bien que vous abordiez en fait ce sujet-là afin de pouvoir se préparer en fait. Alors, je pense que votre question a eu la réponse à votre question a été présentée à l'occasion des 2 premières sessions que nous avons tenues le vendredi et même hier. Le vendredi, c'était purement le télétravail, méthode et conseils d'usage pour l'appliquer en entreprise. Et hier, c'était les outils collaboratifs de Office 365, donc des outils qui aident à pouvoir assurer le travail collaboratif à distance ont été présentés. Vous avez failli, vous avez pratiquement raté la séance aujourd'hui, mais rassurez-vous, nous allons vous mettre à disposition des enregistrements
Et je pense que vous allez pouvoir trouver réponse surtout dans la présentation de la session d'hier qui a présenté des outils assez intéressants pour pouvoir donc assurer le travail à distance. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je lis cette dernière question pour qu'on finisse. Question qui vient de M. Béranger Noël. Comment un dirigeant peut gagner la confiance de ses collaborateurs en temps de crise, sachant qu'il existait une rupture de confiance avant la survenance de la crise? Quels sont les éléments de motivation du personnel face à une rupture de confiance? Alors, j'ai l'impression que les gens veulent profiter de la session pour régler. Alors, l'idée de la confiance, c'est que c'est très fragile et la maintenir aussi demande beaucoup de dextérité. Lorsque la confiance est rompue dans un premier temps, on ne peut pas faire le deuil de cette confiance-là si on n'a pas fait les funérailles. Excusez-moi d'être un peu morbide. Autrement dit, avant de passer à une autre étape, il faut régler l'étape antécédente. Ça veut dire qu'il faut vraiment entrer dans un processus de résolution pour évacuer ce qui a créé le manque de confiance, parce qu'en l'absence de données, je ne peux être qu'aussi vague que la question. Autrement dit, s'il y avait une situation un conflit ou bien une situation qui avait brisé la confiance entre l'auditeur et ses troupes, c'est vrai que nous sommes en période de crise, mais on ne peut pas passer outre ce qui s'est déjà passé. Ce serait bien de revenir là-dessus. Clore le chapitre avant d'ouvrir le chapitre de la gestion de la crise actuelle. Ça peut se faire au cours d'une réunion qui va durer 1 heure ou 2. Mais n'imaginez pas qu'à cause de la crise, on ne sait pas nécessaire en fait de régler. Et que non, comme c'est la crise, il faut y aller. Non, les gens ne vous suivront pas. Parce que justement, ils n'ont pas confiance. Il faut régler le problème de la confiance. Autrement dit, il faut faire le point, enterrer, je dirais, les sentiments négatifs et tout, et puis poser maintenant la nouvelle situation de crise, impliquer les gens, voir ce qui était reproché dans la situation passée, et voir comment on peut mieux faire. J'aimerais vous dire une chose, le leadership, c'est un voyage qui n'a pas de fin. Donc, on est perpétuellement en matière de leadership dans l'apprentissage. Donc, si vous avez fait des erreurs par le passé, ce n'est pas si grave que ça. Parce qu'il n'y a pas de moyen de progresser sans avoir fait des erreurs. Ça signifie qu'on n'a pas pris de décisions si on ne fait pas d'erreurs. Mais le plus important, c'est de corriger. Et donc, ne pensez pas que vous pouvez sauter la phase correction et puis passer à une nouvelle phase comme si de rien n'était. D'autant plus qu'on est réellement dans une crise. Alors, comment motiver les gens dans la période de crise? Je vais vous prendre l'exemple d'un ami et frère qui s'appelle Yaya Touré, qui a une PME. On a eu une séance de travail sur le Covid-19. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Quoi? Il a suivi des instructions à la lettre, de son expérience aussi. Il était aussi outillé, c'est-à-dire donner la priorité aux personnes. Il a fait une rencontre avec le personnel pour parler de la situation. Et les gens ont donné leur avis. Ensuite, ça a été mis en application de la rotation dans les services pour toujours respecter les distances de sécurité. Le dispositif de sécurité à l'entrée pour le lavage de mains, pour le gel, une prime de transport exceptionnelle pour la période pour que les gens ne se déplacent pas en transport en commun, mais qu'ils prennent le taxi-porteur, ce qui a fait monter les charges. Mais par ces petites actions, son personnel a compris que cette entreprise se soucie de notre bien-être dans un premier temps. Et les efforts financiers supplémentaires qui ont été faits pour assurer leur sécurité. Donc, c'est extrêmement important. À partir de là, vous pouvez demander, j'aimerais dire, entre guillemets, n'importe quoi aux gens, même s'ils ne sont pas au bureau. Parce qu'ils comprennent à quel point vous avez pris la chose à bras le corps assez rapidement. Hein, doter le personnel qui n'avait pas d'ordinateur portable, payer les connexions Internet. Et donc, à ce stade-là, l'essentiel a été fait pour préserver la santé des collaborateurs. On peut maintenant rentrer dans le vif du travail et chacun peut devenir le meilleur de lui-même parce que chacun est beaucoup plus posé vis-à-vis de la situation. Ça, c'est
Parce qu'ici, il ne s'agit pas de distribuer de l'argent, en fait. Aujourd'hui, on comprend que l'argent n'a pas la valeur qu'on lui accorde. Parce que quand tu as cette maladie, donc, malheureusement, il y en a qui s'est plié à cause de leurs antécédents de santé et tout. Donc, ce n'est pas une question d'argent dans un premier temps, mais c'est surtout une question de responsabilité vis-à-vis de la vie et de la santé des gens qui travaillent avec nous. Et quand on assure cela, on a assuré la première partie de la motivation. Et le reste maintenant, s'ils prennent des risques particuliers dans l'exercice de leurs fonctions, des risques, je dis par exemple le côté sanitaire, si c'est une clinique privée, donc du coup, il va falloir regarder à des mesures beaucoup plus appuyées sur le plan financier, par exemple, pour ces prises de risques-là. Mais vous analysez la situation, et vous devez surtout voir ce qui serait important pour le staff. Ne présupposez pas que c'est ce qui serait bien pour eux. Pourquoi, encore une fois, il faut tirer parti de votre équipe, il faut continuer à parler et à discuter avec les gens pour trouver la meilleure approche. Pour une fois, soyez libre de dire, je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire, j'ai besoin de votre aide. Voilà, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout, vous n'êtes pas obligé d'avoir des solutions à tout, surtout dans une période de crise. Et si vous prenez des décisions de cette façon en impliquant les gens, même si vous vous trompez, vous êtes trompés ensemble, les gens ne vous trompent pas. Alors que si vous décidez du point de votre bureau de ce qui est bien, sans consulter les gens, si ça ne marche pas, les gens vous en voudront. Donc, si vous ne l'avez pas fait avant, en temps normal, je le répète, impliquez votre équipe et ne prenez pas les décisions seuls. Right. Le mot de fin? Alors, M. Komara, ouais, c'est fini plus tôt que je le pense. C'est fini plus tôt que je le pensais. J'aimerais terminer avec une petite histoire qui s'est passée en France pendant la crise de la vache folle pour les entrepreneurs. C'est un restaurant qui ne vendait que de la viande, comme on en connaît un peu sur le globe. Il ne vendait que de la viande. Leur spécialité, c'était la viande. Et il y a eu la crise de la vache folle. Pour rappel, c'était une maladie qui attaquait en fait les bovins. Et c'était tellement compliqué parce que les gens, de peur d'être malades, ont cessé de fréquenter ou de manger de la viande. Alors, vous dirigez une entreprise qui ne fait que de la viande et qui a l'enseigne, le nom, tout ça, c'est lié à la viande. Toute la déco. C'était une situation vraiment compliquée pour le restaurateur. Il a réuni son équipe en pleine crise de vache folle et il leur a dit, à ce stade, on ferme. Ça continue encore 2 semaines, on ferme. Parce qu'on n'a plus de clients. Et pendant le brainstorming, il y a un des employés qui a dit, mais est-ce qu'on est obligé de vendre de la viande? Les gars l'ont regardé. C'était leur spécialité. Il leur pose la question de savoir est-ce qu'on est obligé de continuer à vendre de la viande? On est un restaurant. Avant d'être un restaurant spécialisé dans la vente, dans la vente de la viande. Au début, c'était une idée qui paraissait un peu nouvelle pour eux tous. Et ils ont commencé à creuser. Et ils ont compris que oui, on pouvait changer complètement notre menu pour proposer autre chose que de la viande dans cette période. C'était difficile pour le chef d'entreprise d'accepter parce qu'il avait fait sa renommée et son truc sur le fait de vendre de la viande. Alors, ce qui s'est passé était quasiment magique parce que quand ils ont pris la décision, ils ont trouvé un nouveau nom, un nouveau logo, enseigne, changer la déco. Tout ça dès jeudi au lundi. Le lundi, le restaurant avait changé de couleur, avait changé d'enseigne, avait changé de menu. Le personnel était le même, mais le restaurant n'était plus un restaurant qui ne proposait que de la viande. Il proposait du poisson, il proposait des crabes, enfin, il proposait toute autre chose. Les gens qui passaient devant le restaurant se demandaient si ce n'était pas un nouveau restaurant. Ils rentrent dans le restaurant, ils trouvent le même personnel, mais qui propose autre chose. Donc, du coup, les clients habitués, quand ils passaient, ils regardaient, ah, ça a changé, mais ils voyaient que c'était le même
personnel. Et donc, ils l'ont fait. Et voici comment il a sauvé son restaurant de la crise de la vache folle. Et l'idée n'est pas venue de lui. Mais ça a été exécuté en un temps record parce que la crise le nécessitait. Et en 2-3 jours, ils ont changé de restaurant complètement. Ils ont changé d'offre pour le restaurant sans changer de personnel et les emplois ont été sauvés en pleine crise de la vache folle. Donc, pour vous dire encore une fois, l'erreur à commettre, c'est de dire que je suis le gars le plus intelligent. C'est moi qui ai monté cette boîte. C'est moi qui sais où on va. Et donc, c'est à moi de prendre des décisions. Oui, c'est à vous de prendre des décisions, mais après concertation, après discussion, en impliquant le maximum de parties prenantes afin de prendre des décisions éclairées. Parce que vous n'avez pas toujours le recul nécessaire en temps de crise pour apprécier toutes les options. Vos options sont limitées. Si les autres ont la pression, votre pression est multipliée. Si les autres ont peur, votre peur est multipliée. Donc, parfois, il faut savoir lâcher prise et puis demander aux autres, dans cette situation, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont vos propositions? Partagez cette pression-là. Et c'est la seule façon pour que les gens viennent et joignent les mains ensemble pour aider la structure à sortir de cela. Vous serez surpris, il y a des gens qui accepteront peut-être même de réduire un salaire de moitié, juste pour que la boîte tienne dans cette période. Mais il faut impliquer les gens. Merci, M. Gorou. Il faut impliquer les gens. C'est avec ces mots que nous allons terminer cette session de webinaire sur la thématique dirigée en période de crise. J'espère que vous avez pris plaisir à passer ces 2 heures avec nous. En tout cas, pour nous, ça a été un régal. Mesdames et messieurs, nous sommes à votre service. Rendez-vous demain à partir de 10 heures pour une autre thématique, les techniques de prospection en ligne, thématique qui sera animée par David Capot, un expert donc du marketing digital. Et je serai là à ses côtés. En tout cas, merci, mesdames et messieurs. Nous avons été plus de 150 connectés. Merci pour votre participation active. On espère encore pouvoir vous servir demain. Merci, M. Gorou Adama. Merci, M. Komara. Merci à la Chambre de commerce, à tous les partenaires. Ensuite, pour cette belle initiative. Merci.